Donc la connectivité internationale, elle est importante, mais il ne faut pas oublier la connectivité nationale. Donc pour les connecter à travers la voie ferrée, à travers les autoroutes, bien sûr, c'est très important pour pouvoir être, bien sûr, assurer la fluidité qu'il faut entre les marchandises import et export au niveau du Maroc. Donc il y a d'autres slides qui ont été prévus, mais malheureusement, tant que Monsieur le Président me presse, donc on va pouvoir peut-être voir ces choses qu'on n'a pas vues lors de la visite. Si vous allez nous honorer demain pour la visite au port Tangemed, et c'est une occasion pour voir un peu de visu des réalisations et avoir toutes les informations nécessaires qui n'ont pas été données lors de cette présentation. Je vous remercie. Je vous remercie, commandant Samir Khalil. C'était une présentation très intéressante. Je crois que la barre a été placée très haut pour les gens de Nador West Med, parce qu'après la présentation de l'ANP et de TMPA, aujourd'hui, Nador West Med, un jeune port qui doit faire ses preuves, mais qui va bénéficier sûrement de l'expertise de TMSA et l'ANP, puisqu'ils sont dans le tour de table. Aujourd'hui, l'offre de Nador West Med est totalement différente jusque-là de ce que faisait l'ANP et TMSA. Elle sera peut-être une offre complémentaire, de nouvelles opportunités d'investissement et peut-être une nouvelle forme de partenariat public-privé. Pour nous expliquer tout cela, je laisse la parole à Monsieur Youssef de Nador West Med pour nous expliquer cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur de présenter devant vous cette présentation qui porte sur le projet Nador West Med. Donc, ma présentation va porter sur 6 axes. Au niveau du premier axe, je vais présenter quelques généralités sur le projet, notamment la genèse et l'ancrage du projet, les composantes, les dimensions et les objectifs du projet et les principales activités portuaires identifiées pour cet important port. Au niveau du deuxième axe, je vais présenter le schéma de lecture du port Nador West Med, puis la connectivité du projet. Après, je vais présenter le management du projet, c'est-à-dire la structure qui a été mise en place pour la gestion du projet. Et au niveau du cinquième axe, je vais présenter le planning du premier module portuaire. Et enfin, je vais conclure par un certain nombre de conclusions. Tout d'abord, ce projet trouve son ancrage au niveau du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a été prononcé au niveau de Oujda en 2003, dans lequel Sa Majesté précise bien que
nous avons décidé de lancer une initiative royale pour le développement de la région de l'Oriental. Il précise également que nous avons décidé la création à Nador d'une zone franche intégrant outre le port des espaces économiques, commerciaux et touristiques. Et au niveau de ce discours, Sa Majesté a bien précisé également les objectifs recherchés à travers ce projet, cet important projet, à savoir le développement de la région de l'Oriental, la consolidation de l'économie nationale et enfin le renforcement du grand complexe Tangemet qui vient d'être exposé par notre ami Samuel. En termes de situation, donc le projet sera réalisé au niveau de la ville de Butoya, située à peu près à 250 miles du détroit de Gibraltar. Et 11 mots, comme vous le voyez au niveau de la deuxième image à droite, le projet il est situé ou sera réalisé au niveau de la face ouest de la pointe de Trois-Forges. Et de l'autre côté, les pouvoirs publics sont en train de réaliser un important projet touristique, à savoir le projet de Machik. Et la dernière image, il précise bien la zone de Butoya, qui, comme vous le voyez, c'est une zone qui est vraiment dégagée. En termes de composants, donc cet important projet sera composé tout d'abord d'un port en eau profonde qui sera réalisé au niveau de la zone franche de Butoya et qui sera doté d'importantes capacités en termes de traitement des conteneurs, de traitement des hydrocarbures et de vrac, et notamment le charbon. Comme deuxième composante, la société, la Westmed, va réaliser une zone franche qui sera adossée au port et qui va être étalée sur une superficie qui va dépasser les 1000 hectares. Comme troisième composante, il y aura des infrastructures de connexion avec l'arrière-pays, notamment l'autoroute Gersiv-Nador, la bretelle qui va lier cette autoroute au site du port, le chemin de fer et bien sûr un certain nombre de voies express. Cet important projet a trois dimensions. Tout d'abord, une dimension locale, puisqu'il va participer au développement de la région de l'Oriental à côté de l'ensemble des investissements qui sont déjà réalisés par les pouvoirs publics. Donc il a aussi une dimension nationale, puisqu'il va contribuer à la réalisation d'un nouveau pôle économique au niveau de la région de l'Oriental. Comme vous le savez, donc, le Maroc dispose déjà d'un pôle économique qui est construit autour du port de Casablanca. Et avec Tangemet, on a construit un deuxième pôle économique au niveau international. Et l'objectif de ce projet également, il va contribuer à la construction d'un nouveau pôle économique au niveau international, au niveau de la région de l'Oriental. Il a également une dimension méditerranéenne, puisqu'il va contribuer à la consolidation du rôle maritime et portuaire du Maroc, à côté du port de Tangemet. Et ce projet a trois objectifs. Tout d'abord, un objectif social, puisqu'il va créer de la richesse, il va aussi créer des emplois, et il va participer, il va créer un certain nombre d'emplois qui vont contribuer au développement social de la région de l'Oriental notamment. Il a également un objectif économique, puisque le projet va contribuer à l'amélioration de la compétitivité de l'économie marocaine. Et enfin, il a un objectif stratégique du fait qu'il vient pour consolider la position du Maroc,
position maritime et économique du Maroc. Après, bien sûr, la réalisation d'un certain nombre de ports, et notamment le port de Tanger. Et cet important projet, il s'inscrit dans une logique du développement comparable à celle de Tanger. Donc ça veut dire qu'on a une expérience qui a bien réussi. Donc on va réaliser cet important projet dans une logique de développement comparable à celle de Tanger. Cet important projet s'inscrit également dans la continuité de l'ensemble des investissements publics réalisés au niveau de la région de l'Oriental. Les pouvoirs publics ont réalisé un certain nombre d'infrastructures de transport dans la région, notamment l'autoroute Fas-Oujda, la voie express Taïz al-Husseima en cours de construction, la voie express Oujda, Berkane, Nador, Islouane en cours de construction, la voie ferrée Taourir, Nador, mais en service depuis plusieurs années, et aussi les extensions et les nouvelles créations et les extensions des principaux aéroports de la région de l'Oriental, notamment le port de Oujda, Nador et Hussein. Le port s'inscrit également dans la continuité de l'ensemble des aménagements des zones urbaines et du développement des zones touristiques. Comme vous le savez, le Maroc donc, a réalisé plusieurs projets de mise à niveau urbain du port du Grand Nador et aussi au niveau de la région de l'Oriental. Et il vient aussi dans la continuité de la réalisation des projets touristiques, notamment le projet Saïdia et le projet de Machik. Enfin, ce projet il vient aussi pour renforcer le développement du pôle, pour consolider le développement du pôle déjà industriel, déjà mis en service au niveau de la région, notamment le technopôle de Oujda, l'agropôle de Berkane et le parc industriel de Sewal. Enfin, le projet il s'inscrit bien dans toutes les stratégies nationales. En effet, le projet il s'inscrit dans la politique des grands chantiers menée par les pouvoirs publics depuis déjà plusieurs années. Et il s'inscrit également, comme l'a précisé M. Hamaoui, directeur du domaine public maritime, dans la stratégie nationale, des ports. Enfin, il s'inscrit aussi dans le développement, la stratégie du Maroc pour le développement de l'offre Maroc. Donc, ce n'est pas une concurrence contre le port, mais c'est une continuité dans une stratégie du développement de l'offre Maroc. Donc, en 2003, les pouvoirs publics ont démarré le port de Tanger qui a été mis en service depuis déjà 2007. Après la réussite de l'expérience de Tanger 1, on a lancé Tanger 2, qui va être mis en service incessamment. Et après, normalement, Tanger 2, une fois le Tanger 2 va arriver à saturation, et il y aura la mise en service de Tanger 1 comme première phase. Et par la suite, il y aura des extensions du port Nador-Wessamet. Quelles sont maintenant les activités principales qui ont été identifiées pour cet important projet? 3 principales activités ont été identifiées. Tout d'abord, l'activité conteneur. Pourquoi l'activité conteneur? Tout d'abord, pour mettre à profit la position géographique du Maroc sur les grandes lignes maritimes, notamment au niveau du conteneur, accompagner l'évolution du trafic et la taille des navires et offrir un port à fort tirant d'eau et à grande capacité de développement. Donc l'objectif aussi, c'est d'attirer ces grands ports qui nécessitent des grands tirants d'eau. Et l'objectif aussi, c'est de capitaliser sur l'expérience de Tanger et développer une offre Maroc. La deuxième activité identifiée porte sur les produits hydrocarbures. Tout d'abord, pour
de la position stratégique du Maroc entre la zone de production au Moyen-Orient et la zone de consommation qui est l'Europe. Et ce port, il offre également un grand potentiel en termes fonciers, puisqu'on va réaliser une zone franche qui sera adossée au port. Enfin, le site qui a été choisi est un bon site pour l'implantation au Maroc d'une deuxième raffinerie, peut-être destinée notamment à l'export. Comme troisième activité, c'est le vrac solide et divers pour répondre aux besoins moyen et long terme, notamment au charbon, puisque l'ONU a déjà décidé de réaliser une nouvelle centrale au niveau de l'oriental et pour répondre le cas échéant aussi au trafic divers. Toujours en termes de trafic, donc la société a réalisé un certain nombre d'études de marché. Donc la première étude qui a été réalisée porte sur le transportement de conteneurs dans la région Ouest-Med, ou la région de la Méditerranée de l'Ouest. Et cette étude fait ressortir que les plus gros navires ont doublé en taille depuis 2005, en passant de 9200 EVP à 18200 EVP en 2030. Donc, comme je l'ai déjà précisé, il y a la nécessité de construire de nouvelles infrastructures qui nécessitent de grands tirants. Cette étude fait également ressortir que le transportement dans la région de Ouest-Med, il va passer à peu près de 10 millions d'EVP, jusqu'à 23 millions d'EVP. L'étude fait également ressortir que les principaux terminaux du port dans la région, bien sûr en tenant compte des projets existants, mais aussi des projets programmés. Donc tous ces ports ils vont atteindre leur efficacité optimale à partir de 2020. Ça veut dire qu'à partir de 2020, il y a la nécessité de réaliser une nouvelle infrastructure. En termes de produits hydrocarbures, dans la région de la Méditerranée, donc la société a réalisé une étude de marché qui a montré que la région de la Méditerranée devrait connaître une hausse des importations, notamment en diesel et le gasoil, et le déficit net en termes de ces produits devrait s'aggraver en passant de 6 millions de tonnes à 49 millions de tonnes en 2020. D'où un besoin en termes d'importation de la région. Ce déficit nécessite la mise en place de zones de stockage. Cette étude fait également ressortir que le trafic de la région de la Méditerranée, en termes toujours de produits hydrocarbures, il va passer de 30 millions de tonnes à 64 millions de tonnes, soit un besoin de 4 millions en termes de capacité. Et le potentiel du port Nador-Ouest-Med est estimé à 750 000 millions de mètres cubes en termes de stockage en 2020. Et ce potentiel il peut atteindre 1,5 million de mètres cubes à l'horizon de 2030, soit un trafic de l'ordre de 12 millions de tonnes, 12 millions de mètres cubes en 2020 et 24 millions de mètres cubes en 2030. En termes d'activité vrac, donc le port il vient comme une réponse à des besoins réels et identifiés. En effet, le programme de développement de la centrale de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable
prévoit dans la région. Tout d'abord, le renouvellement et le développement de la centrale de charbon du Jarada, soit une capacité de 2 fois 150 MW. La réalisation d'une nouvelle centrale au niveau de la région de Nador à l'horizon 2020, soit une nouvelle capacité de 2 fois 660 millions de mégawatts par an. La consommation annuelle de ces 2 centrales est estimée à 4 millions de tonnes. Cet important port, il a été conçu selon un schéma et avec un développement du port évolutif et flexible. En effet, en termes stratégiques, il a un positionnement sur c'est-à-dire que la position a été choisie sur le court terme et un grand potentiel d'extension sur le moyen et le long terme c'est-à-dire que la société tient compte de ces extensions. Donc, dans sa phase finale, le port va recevoir à peu près 12 millions de EVP, 50 millions de tonnes de produits pétroliers, et puis il peut recevoir également jusqu'à 7 millions de tonnes de charbon et 3 millions de marchandises. Pour le premier module de ce port, il porte sur la construction d'une digue de 4200 mètres linéaires à moins 32, 3 postes pétroliers, un poste charbonné de 360 mètres linéaires à moins 20, un terminal à conteneurs de 1520 mètres linéaires à moins 18, et avec l'option d'ajout d'un autre terminal de 1200, et enfin un terminal divers de 380. En termes de connectivité, le port, le sud du port est actuellement desservi par plusieurs infrastructures, notamment 4 aéroports internationaux, la rocade méditerranéenne, l'autoroute Fès-Oujda et la ligne ferroviaire Casa-Nador. Et d'autres projets sont programmés, notamment l'autoroute Gersif-Nador, la bretelle autoroutière vers le port Nador, la voie express Nador-Oujda, la voie express Hussein-Ateza et la liaison ferroviaire du site. Pour la bonne gouvernance du projet, l'État a créé et chargé la société Nador Smith, qui est une société anonyme, de la réalisation, du développement, de l'aménagement, de la gestion et de la promotion du port, mais aussi des zones franches. À cet effet, 4 conventions ont été signées. Et bien sûr, une fois le projet sera réalisé, l'équipement et la gestion et l'exploitation des infrastructures portuaires seront confiés à des armateurs ou manutentionnaires, comme on a fait au niveau de Tangémel. Et la démarche nécessaire pour le choix des opérateurs va être lancée une fois les travaux vont démarrer. Pour le planning du premier module du port, donc il sera l'appel d'offres pour la réalisation du travaux. Il se fera en 2 phases. La phase de présélection des entreprises et la deuxième phase qui portera sur l'appel d'offres. Donc la première phase est prévue d'être lancée durant le dernier trimestre 2014 pour un démarrage des travaux courant du deuxième semestre 2015. Et bien sûr, la durée prévisionnelle des travaux portera sur 48 mois. En conclusion, je préciserai que Nador Ismail, ça serait un véritable méditerranéen et mondial qui sera développé selon la même logique que Tangémel et qui dispose d'un positionnement idéal puisqu'il se trouve sur les principales lignes maritimes. Il dispose d'une offre très adaptée et qui est extensible et aussi il possède aussi un grand potentiel de développement sur le moyen et long terme. Et merci, je mets fin à mon exposé, je reste à votre disposition. Je vous remercie à nouveau, M. Bouni, pour ce remarquable exposé. Vous nous avez donné envie. Je crois, et
et l'assistance, je crois qu'elle va être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé dans les investissements ne peut être bâti que sur des stratégies bien définies. Aujourd'hui, le secteur portuaire national jouit d'une vision à long terme à l'horizon 2030. Et quand on a une stratégie qui est clairement définie, les investissements privés et le partenariat public-privé ne peuvent que suivre. Aujourd'hui, les exemples l'AMP, TMSA, Nador Westmed en sont la preuve. Dans le secteur maritime, je crois que cette expérience intéressante devrait être généralisée. C'est pour ça que je crois que l'idée essentielle qu'on peut retenir, c'est que, parce qu'il y a certains gens qui ont parlé tout à l'heure du pavillon marocain ou du transport maritime national, pourquoi on ne réussit pas. Aujourd'hui, je crois que la réponse est là. À défaut d'une vraie stratégie nationale dans le secteur du transport maritime, l'investissement privé et le partenariat public-privé ne pourra pas se développer. Alors, j'ouvre le débat pour les participants. Je crois qu'on va se limiter à 2 ou 3 questions de l'assistance. Nous avons 5 minutes, parce que je sais que c'est l'heure de déjeuner et que plusieurs d'entre vous, peut-être qu'ils commencent à avoir faim. Moi j'ai été rassasié par le flux important d'informations qu'on a eu aujourd'hui de la part de nos panélistes, dont je remercie pour leur présence. Alors, je crois qu'on a un micro-baladeur, mademoiselle, et je crois qu'on va prendre les questions d'une seule traite. On prend 2 ou 3 questions et on donnera après le temps aux panélistes pour y répondre. Alors, c'est clair. Alors, nous avons déjà un intervenant, 2, un troisième peut-être. On laissera le troisième pour après. Alors, première question. Pouvez-vous... Oui. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le commandant Samir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sur les autres activités portuaires gérées par TMSA et qui sont essentielles pour la bonne marche des ports? Merci. Merci. Alors, le président du cluster, M. Benjiloun. Une autre question? Troisième question ici. D'accord. Merci. Je suis très content de voir qu'on arrivera à la capacité maximum de 3 millions de EVP. Et je suis en train de me poser la question, parce que là, il y a un mystère autour de... Enfin, il y a beaucoup de... C'est peut-être pas un mystère, mais il n'y a pas beaucoup de publications sur... beaucoup d'informations sur les accords financiers entre l'État et les autres partenaires. Donc on serait bien content de savoir à qui profitent les augmentations des capacités, là quand on passe de 2,5 millions à 3 millions, qui profite de tout ça, vers qui vont les marges supplémentaires? Voilà, merci. Une dernière question ici, et on va donner la parole aux panélistes pour répondre aux questions. Bonjour. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a, vous avez parlé de port Tanger, de port Tangenet, de port Nador, est-ce qu'il y a une liaison, une connexion entre routière, rapide, express, autoroute, entre Tanger et port Nador? Merci. Pas d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Je donnerai la parole à M. Khalid Samir parce qu'il a été interpellé en premier. Merci, Monsieur le Président. Donc, concernant la première question, je pense que la slide qui présentait
mode de gouvernance de TMSA qui est constitué en 3 pôles que je n'ai pas pu développer bien sûr. Et le groupe, il y a 3 pôles et parmi les pôles, il y a le pôle portuaire qui gère le port et la zone franche logistique adossée au port. Et bien sûr, j'ai cité donc toutes les missions principales telles que la régulation, les concessions, la construction même du port et l'exploitation de certaines activités, la police portuaire et capitainerie, et bien sûr le développement et la promotion du port. Donc pour le groupe TMSA, il y a un autre volet qui est aussi très important et qui sont les zones d'activité, qui sont les zones franches industrielles, les zones franches commerciales. Donc il y a des zones qui sont actuellement en pleine activité, quand j'ai donné les chiffres tout à l'heure, et puis il y a des zones qui sont en développement, notamment pour tout ce qui est industrie automobile, autour de l'usine de Renault-Nissan. Il y a une zone spécialisée en activité d'industrie automobile qui est en train de se développer actuellement. L'autre pôle, c'est tout ce qui est services que j'ai cité, donc les filiales qui s'occupent des services réseau, ingénierie, etc. Pour le port, l'autorité portuaire, bien sûr, assure tout ce qui est régulation, tout ce qui est police portuaire, tout ce qui est pilotage des navires et bien sûr l'exploitation de certaines activités. Je pense que j'ai donné quelques explications pour la première question. Il y a une deuxième question, je pense, concernant la tête des 3 millions de conteneurs. Donc, comme vous le savez, une concession, elle est établie sur des bases. Bien sûr, c'est des investissements importants du concessionnaire tout d'abord pour mettre en place tout ce qu'il faut pour l'exploitation, les équipements, et bien sûr dans le cadre du contrat de concession, il est prévu des biens de retour qui restent propriété de l'État, et bien sûr en mode exploitation, et dans le même contrat de concession, il est prévu des redevances variables et redevances fixes en fonction du trafic réalisé, et l'autorité portuaire ou TMSA sont impliqués bien sûr. Tout d'abord, pour la construction, ils doivent relever des fonds pour la construction et la mise en exploitation, et ils sont impliqués sur d'autres projets nationaux pour les accompagner et investir, tels que Nador Westmed par exemple. Moi, je vais intervenir au niveau de 2 points. Le premier porte sur c'est-à-dire la question qui a été posée, qui porte sur à qui profite l'investissement qui a été réalisé. Et le deuxième sur la liaison entre le port de Tanger et le port de Nador. Tout d'abord, en ce qui concerne les 2 ports, notamment le port de Tanger et Nador Westmed, ce sont des ports transportants. Ça veut dire, et l'objectif, c'est-à-dire que le transport d'eau ne crée pas beaucoup de richesse. Ce qui est recherché, c'est le développement d'un certain nombre d'activités au niveau des zones franches. Et la création d'une richesse, il se fait à travers la création de ces zones franches et à travers toutes les activités qui sont installées au niveau de la zone, et non pas par le transport d'eau. Donc l'idée, c'est de créer ce port qui va faciliter la connectivité de la région ou du Maroc par rapport à d'autres pays, mais ce qui est recherché, c'est de pouvoir installer un certain nombre d'activités industrielles qui peuvent créer de la richesse et qui peuvent créer un certain nombre d'emplois. L'exemple de Nador Westmed que je maîtrise, l'étude socio-économique qui a été réalisée a estimé l'ensemble d'emplois qui va être créé à plus de 100 000, c'est-à-dire à long terme, sur l'horizon de 2030. Donc, l'objectif qui est recherché n'est pas l'activité purement, mais c'est la richesse
qui va être créé derrière le port et les emplois qui vont être créés. Et pour vous donner un exemple, toujours de Nador Ismed, l'ensemble des investissements, c'est-à-dire que l'État va recevoir en termes d'impôts uniquement le double de ce qu'il va investir. Donc bien sûr à travers toutes les activités qui sont installées et non pas par le transport d'eau. En ce qui concerne la liaison entre le port de Nador et le port de Tangenay, en tout cas pour c'est-à-dire, je peux dire que la liaison n'est pas nécessaire parce que ce sont des ports de transport d'eau qui sont planifiés par les pouvoirs publics pour l'international, ils n'ont pas pour c'est-à-dire pour le pays. Donc, et si on prend Tangenay, par exemple, le pourcentage du trafic conteneur import-export ne dépasse pas 10%. Donc, c'est des ports de transport de monde. Et chaque port, bien sûr, a son hinterland au niveau national. Deux mots sur une question que j'estime centrale de M. Bidjouna, qui profite les marges sur l'effet de l'augmentation des volumes, que je trouve que c'est véritablement pertinent. Et donc, au-delà, bien évidemment, du cadrage des flux financiers entre les opérateurs et les autorités portuaires qui sont consignés dans les cadres contractuels mis en place, il va falloir tendre effectivement vers des logiques de comptabilité régulatoire. Autrement dit, c'est une dynamique, bien évidemment, d'échange entre l'opérateur privé et l'opérateur public pour réajuster au moment opportun ces flux financiers, pour éviter les situations de surprofitabilité, pour que l'autorité portuaire puisse quand même sauvegarder l'intérêt de l'usager, il ne faut pas l'oublier. Et puis, c'est vrai que ce modèle-là, cette nouvelle génération de contrats est très difficile à mettre en place dans les trafics d'éclatement qui sont par nature volatiles, mais dans le domaine du trafic commercial, domestique, je pense que ça sera bien évidemment le cadre contractuel de demain pour pouvoir asseoir cette dynamique fondamentale pour pouvoir permettre à l'économie d'en tirer bien évidemment les conséquences de cette logique de promotion du partenariat public-privé. Dernier mot, nous sommes jusqu'à aujourd'hui, quand on évalue le secteur portuaire national, nous sommes toujours inscrits dans une logique qualitative. Il va falloir passer évidemment à une deuxième vitesse, celle de quantifier ce rôle stratégique. Et je pense que quand on parle du PIB, il n'est pas normal aujourd'hui qu'on n'ait pas un indicateur pour dire la contribution du secteur portuaire dans le PIB est de temps. La contribution du secteur portuaire dans la valeur ajoutée est de temps. Et c'est un chantier qui est ouvert par l'Agence nationale des ports pour pouvoir un petit peu quantifier tout ça et mettre en place un observatoire qui va nous renseigner sur, bien évidemment, l'impact et l'évaluation chiffrée de ce rôle économique que joue le secteur des ports. Merci. Merci, chers intervenants. Le constat est fait, il y a un besoin en communication sur la stratégie maritime, sur la stratégie du développement des ports, sur l'intégration du port avec l'intérieur, sur la vision économique qui est en fait liée à un atout formidable, qui est celui de la position géographique du Maroc qu'il va falloir aujourd'hui, sur laquelle il va falloir réellement capitaliser. Bien, je pense que ce n'est qu'une ouverture, c'est un début probablement d'échanges importants qu'il va falloir engager. En tout cas, je vous remercie pour tous ces exposés. Merci à Fakhel Mustafa qui a animé, qui a présenté, qui a présidé ce panel. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour une autre rencontre avant la cérémonie de clôture. La prochaine rencontre va évoquer les problématiques de développement du transport maritime et des services à un niveau international. Elle sera présidée par Sim El-Gaoui. Je demande d'ailleurs aux 3 personnes qui vont intervenir, son Excellence l'ambassadeur Lino Vassalo,
M. Guido Grimaldi et M. Meili Daoud de venir nous rejoindre ici, peut-être déjeuner avec Semergaoui pour préparer et rendre, je dirais, plus digeste le panel qui va suivre à partir de 15h. Dernier point, donc, à 15h, on se retrouve ici, tout en sachant qu'à partir de 17h au plus tard, aura lieu la cérémonie de clôture de cette célébration. Et cette cérémonie de clôture verra bien entendu la lecture de la déclaration de Tanger. Et je pense qu'il est important d'assister à ce moment historique. Merci beaucoup, bon appétit et à tout à l'heure, au plus tard à 15h. Merci. Tanger, qui sera importante pour le secteur de la marine. Nous allons aborder maintenant un sujet important qui est celui du développement du transport maritime et des services à un niveau international. Et c'est un routier, un vieux routier de la marine qui va présider cette séance, c'est Mohamed Welgaoui, qui, pour dire, a été directeur général de la marine marchande au Maroc, a été secrétaire général du ministère du Transport, donc il a pu avoir une vision beaucoup plus claire de la chaîne de transport en général, et puis a aussi eu une longue expérience internationale puisqu'il a œuvré en tant que chargé d'affaires maritime à la CNUSET, que vous connaissez tous. Il est actuellement président de DEFMAR et je suis persuadé qu'il va mener à bien cette séance en sachant qu'il a à peu près 1 heure pour pouvoir œuvrer et donner la parole à nos invités. Merci Semergaoui, la parole est à vous. Merci Mouni Mustafa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala afdal al-mursalin. Mes chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous. Pendant ces 2 jours, j'ai le plaisir de rencontrer tous les amis avec qui j'ai œuvré. Ça fait 50 ans de maritime. Donc je vis les anciens, les nouveaux et les futurs. Et j'espère qu'on va perturber un petit peu que cette tradition maritime puisse. Je remercie vraiment le ministère de l'équipement de transport et de la logistique et le secrétariat général de l'ONU de nous avoir donné cette occasion de se rencontrer et de se voir. Je pense que c'est une tradition. On doit faire la journée maritime tous les ans pour se rencontrer, discuter de nos problèmes et un petit peu avancer dans nos réflexions. Aujourd'hui, on va un petit peu, d'après le sujet que j'ai eu l'honneur de présider, c'est le développement des transports et des services maritimes à l'échelon national et international. Je pense que je ne vais pas trop vous encombrer du national parce que ce matin, vous avez eu vraiment la grande présentation de Seymour Halawi concernant les ports, la stratégie de port. Vous avez eu la stratégie de TMSA, de l'ANP, la future stratégie qui est en train de se dessiner pour le transport maritime. Je ne peux pas vous dire en tant qu'ancien directeur de marine marchande, quand je gérais cette direction, on avait une 60aine de navires et on travaillait, faisait 75% des passagers par pavillon marocain. Vous imaginez qu'aujourd'hui on fait 0. Alors c'est un peu difficile pour moi un petit peu de ne pas le dire et de ne pas le mentionner. Avant on faisait jusqu'à 25% de notre commerce extérieur sur des pavillons marocains avec des officiers marocains, des marins marocains. Je me rappelle qu'on avait des navires qui chargeaient au Mexique pour livrer l'Australie, le Brésil pour livrer en Arabie Saoudite. On avait des frigos, on agissait sur les taux de fret pour maintenir l'exportation marocaine et le commerce extérieur marocain. Quand il y avait des augmentations de prix sur le plan international, nous avions notre flotte sur laquelle on comptait pour un peu ramener les taux à des choses, à des niveaux abordables pour notre commerce extérieur. C'est Hamawi tout à l'heure, il a sorti le chiffre de 100 millions de tonnes de marchandises marocaines. Vous imaginez 100 millions de tonnes, on ne charge pas 1 kilo. C'est vraiment désolant, mais j'espère grâce à l'action du ministère, et monsieur le ministre et à toute l'équipe qui travaille, nous espérons un peu reconquérir et développer, dans le cadre, comme tout le monde a développé, du public-privé, développer cette flotte et remettre encore les choses au bas, parce qu'on ne peut pas, je parle sous le contrôle de mes amis de la Marine royale, si eux ils sont en train de se développer sur le plan stratégique militaire, la marine marchande, c'est absolument un élément fondamental pour l'indépendance économique et pour la stratégie d'un pays. On ne peut pas ne pas avoir une flotte. Le Maroc, comme disait Feu Sa Majesté son Hassan II, le Maroc c'est une île. Sans les navires, on ne peut rien faire. Donc, dans cette tribune, je fais appel à tous nos amis, les chargeurs marocains, les institutionnels. Il faut voir dans cette affaire-là un peu de militantisme. Il
faut que le Maroc ait une flotte. Il faut que le Maroc charge sa marchandise. Il faut que le Maroc puisse se développer. On avait des cadres merveilleux, nous avons des instituts de formation, nous avons des officiers, nous avons tous les moyens pour avoir une belle flotte. Nous avons des ports qui se construisent, il y a un investissement portuaire extraordinaire. Mais il faut que les navires marocains arrivent dans ces ports. Je sais que les ports travaillent, c'est la clientèle, mais il faut que ça change. Il faut qu'à partir de ce forum, on puisse avoir un sursaut pour qu'on puisse un petit peu se mettre un peu à la page. J'ai eu l'honneur de présider ce panel avec des amis que je connais depuis toujours. Lino Vassalo, qui a dirigé depuis les années 70 la création et la mise en œuvre du pavillon de Malte. Il était la cheville ouvrière pour Malte. Il est ambassadeur permanent de Malte auprès de l'OMI. Il est secrétaire général de l'association des armateurs maltais. C'est un monsieur de la marine que je connais toujours, qui nous a toujours soutenus parce que Malte et Maroc, on s'assoit à côté à l'OMI. Quand j'étais à l'OMI, il était toujours à côté de nous. Il nous soutenait toujours dans nos élections. Il votait toujours pour le Maroc. Donc c'était un monsieur qui est pro-marocain et qui a toujours été pour nous un soutien. Je suis vraiment un grand plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui au Maroc. Et je lui donne la parole pour qu'il vous parle de son sujet qu'il va traiter. Je ne sais pas si votre ce qu'il représente un sujet dans le domaine du développement maritime et le développement dans le domaine international des transports maritimes. Lino, you have the floor. Thank you very much. And thank you for those very kind words. We've known each other for a long time, so I could allow you some political license. But one thing which I will make accent to in my presentation, that all that was achieved and all that still has to be achieved, it's only teamwork. And I want to make quite an emphasis on that. But first I have to start with thanking the Moroccan authorities and congratulating them for the organization of this event, which I'm sure those who have come to Morocco for this event agree with me that it has been a wonderful success, both in the organization and both in the hospitality. And to be here in the wonderful city of Tangier, which is home to all of us who come from the Mediterranean. As my friend Mr. Grimaldi and others in the audience know, it's Mare Nostrum, it's our sea, and Tangier is the guardian of the Mediterranean Sea, at the very entrance of the sea. So once again, Morocco, thank you, congratulations, and well done. We are here, of course, for the World Day in Parliament event. And I've been asked to talk to you, to share with you my experience in the development of the Malta International Ship Register, which this slide, which is the beginning of the presentation, which I promise you will not be very long. In fact, I wanted to tell you that some friends of mine in the audience have told me, if you want a standing ovation, just tell us hello, thank you, and you can step down. but the organizers expect something more from me, so I will have to
really go by their wishes. But this slide shows a little bit what it has been all about. The background is rough seas. It was taken on the coast of Wales, not on the Mediterranean, surrounded by rocks, and that is exactly what is the experience with the development of the flag. It has not been smooth waters, it has been quite rough at times, but still it has been a wonderful experience and it has been worthwhile as well. And the development itself takes time. It cannot happen overnight, it cannot happen overnight. But it will take time, it does take time, and it will continue to take time, as we shall see also very soon. What is the Malta flag today? Just a snapshot to get an idea of what we're talking about. Today Malta is the largest ship register in Europe. It is the largest, the seventh, perhaps even sixth, but let's go by the official figures. The seventh largest ship register in the world, with 6,641 vessels. About 2,200 of them are Zola ships, for a total tonnage of nearly 57 million tons. I want to make one very important assertion here. This is ships registered in Malta, not ships owned by Maltese ship owners. Ships registered in Malta. Malta is proud to be in this position, but also knows that ship owning is also held by other countries, which might not be so high in the classification, although some of them are, but still they are very important, because after all, that is really where ship owning is. But we want to believe that Malta provides a service to ship owners, as we can see very soon. The development of the flag has been the result of a vision, of a belief, and of a commitment. We know that Malta, we have what we call Maritime Malta, which is a series of services that Malta offers to the shipping community. We also have a series of services in maritime, financial, and in other areas that we offer to also to the international business community, and the register is part of all this. It is not all this, but it is part of all this. We say it complements these activities and is complemented by these activities. We are a small island state, very small, in the center of the Mediterranean. Ship captains say we have to take a diverse course in order not to hit Malta if we are crossing from one side of the Mediterranean to the other. But nevertheless, we are a very small island. We have very little, in fact I would say we have no natural resources whatsoever, except very nice weather and hard-working people. We are totally dependent on maritime trade. We are totally dependent on the sea. And so we have a very vested interest to ensure that maritime trade is done economically and safely, secure, and also on clean seas. It is very important for us. Without maritime trade, we cannot survive. So we need to have maritime trade run economically. Without the sea, we cannot survive. Even our drinking water we get from the sea. So it's important that the sea is also kept clean and secure. And this is why we offer to the shipping community, the international shipping community, Malta. Rather than accept to get handouts, or rather accept to get outside help, we thought we should do something to help ourselves. And we offer a number of services to the international community, including the flag, including the free port, which we want to believe helps the ship owner to be able to operate more economically, also more safely, and also in a way that it helps themselves. Thus, it will be also helping Malta. Again, the development of the ship register did not only now come from a vision,
and the belief and the commitment. Those are extremely important, as we have seen, but now we need to take action. And action Malta took by having a continuous dialogue with the stakeholders. With the shipowners, we talked with the shipowners in Greece, we talked with the shipowners in Italy, we talked with the shipowners in Germany, and in other countries. We asked them what they are expecting of Malta. We talked with the financiers. We asked them what is the problems that they find about Malta. We listened to them, we talked to them, we listened to them, and then we took action. And we still continue to do so. So, action is important. You can have visions, you can have dreams, but unless you do something about them, they remain visions and they remain dreams. And what is important is that we are trying for this not to be a flash in the pan, but something which is sustainable. And dynamic, because it's an industry which is ever-changing, it's an industry which is subject to a lot of improvements, of technological advances, different trades, different routes, etc. So you also need to have a dynamic approach so that you can change according to the needs of the industry. Otherwise, there is no point. We believe that the three most important points, things, call them what you like, that make up the register, that have also been the success of the register, is that we have a sophisticated cadre of laws, both in terms of primary legislation and subsidiary legislation. We have quite a serious, quite an efficient maritime administration, which is always on the lookout of improving and getting better, and also a local network of reputable professionals, be they agents, lawyers, accountants, servicing people, who give advice, who help the shipowners who want to do business with Malta. And we consider that to be extremely important, because that way a shipowner in the bank, etc., need only contact one of these people, and they will offer a one-stop service. And this standard of laws, the administration, and the local professionals together has been behind the success of the Malta flag. I'm not going into the details of this graph because time does not permit. But if we had to take only a couple of points in it, where you will see that there is an increase more than usual, it is always, behind it there was always a change, either in legislation or in the systems, following a dialogue, and that have resulted in that progress. We maintain a policy of active participation in IMO, in ILO, and in other organizations, because we feel it is extremely important that we don't only have a presence there, but also active participation. And active participation not only in the meetings itself, but also on the outside. It is also important that the legislation is dynamic and that it can progress with what is happening in the outside world. And for this, I will give two short examples. In our law, we have introduced what is not unique, but not usual system. And some conventions, such as SOLAS, Loadline, MARPOL, etc., are brought into Maltese law automatically, because regulations say the law, the SOLAS Convention, as accepted by Malta, is the law of Malta on the day it is applied. And so Loadline, and so MARPOL. And so as soon as an amendment to SOLAS comes into force and it has not been objected to by Malta, then it is the law of Malta. You don't have to go into
fresh legislation, unless, of course, we want to add to what the convention lays down and stipulates. Another article we have in our law is the law lays down a number of conventions, some of which are not yet into force, such as the Balanced Water Convention, which says government is authorized to sign that convention when it deems necessary. They don't have to go to Parliament, they don't have to go to discussions and finding Parliament time, which can be rather laborious and long at times, but government is empowered to sign the convention as soon as that government feels that it should sign that convention. And another article says, by a simple resolution, that list can be added and can be adjusted. So again, when a new convention comes into being and it was not contemplated at the time of the article, a simple resolution of the House will amend and will empower government to do so. That way, our laws, not only that way, but this is an example of the laws can be dynamic and can be immediately equal, running parallel, running together with the developments which necessitate a change. Of course, quality assurance is important. In terms of law, the administration which supervises and which carries out the flag administration duties is subject to a supervisory committee run by members of the board of the Authority for Transport in Malta to ensure that things are being done in the right way, and whenever there is corrective action needed, this is immediately taken care of. There is, of course, also the internal system of audit, and audit is not only financial, but also procedural and quality-wise. The SSW quality assurance scheme obviously has to be there, and it is there and practiced. So is the IMO member state audit scheme, and lately also ISO certification as regards certain procedures which are not directly covered by conventions and other international law. I'm not going to talk much about computerization, but that is obvious these days. But I'm going to talk for 1 second only about one thing. Malta offers a 24/7 service. Monday, Sunday, Christmas, New Year's, not important, midnight, 10 o'clock, if a service is needed, it will be given. Of course, at certain hours there will be certain charges, but service is given, and Malta is very proud of the service that it offers to the ship owners, because the ship owners, we believe that the ship should be at sea, not in harbor waiting. That while we are asleep, someone else, say in New York, in a bank, is still working. It is financial, it is mortgages, and someone in the Far East is also working. This is perhaps, I would say, one of the most important things that we have. Dialogue with the stakeholders. I referred to at the beginning, and this is something we are proud of. We do it on a one-by-one basis. We do it through the associations of ship owners. We do it through the association of the Maritime Law Association, the Shipowners Association, the Malta International Shipping Council is a member of the European Community Shipowners Association, and the Malta Maritime Law Association is a member of Maritime Comité International, and we keep a very healthy dialogue because, again, if you are there to service, you have to know what service is required of you and whether they are happy with the service that you are providing, and to change, adjust, well, you need to change and adjust. The idea is to ensure that ships flying the Malta flag are not only flying the flag, but also adhering to the standards, both as regards safety, both as regards labor. I have a number of other slides which I can talk about. As I told you, the development is a very lengthy process. It takes a long time, and there is a lot which has to be said. But I will
sum up the rest of the slides by looking at the future. It's good that we have developed the way we've developed, but it doesn't mean that it is the end. There is further development which has to be done. As a minister of ours has said to us some time ago, it is a continuous process of improvement. Don't be afraid to tell the world, I need to do this, I need to improve this, because it is a continuous process of improvement. In all sectors, both regarding the administration itself, the training of people, both as regards legislation, both as regards the way we talk to ship owners. The way we did business yesterday is not the way we do business today, and the way we do business today is different from the one we'll do tomorrow, as you all know. So, having a plan which is based on the structure required, the legislation required, and the way forward is very important, and this is where Malta is basing its work for future development. As I said in the beginning, it's not enough to say where I am, you also have to see where you are going. It is not enough to go by your philosophy of today, you have to see whether that philosophy is also the right philosophy for tomorrow. Ladies and gentlemen, as I said, I can say much, much more. The last thing I say is something which I started with. What we have achieved, we have all this. I want to say that this is a plan that was devised after it happened. Sometimes it's easy to say, I should do this, I should do this, I should do the other thing. Sometimes you come up with a plan as you are going along. It's not the right way, but also it means that you need to change and you need to implement what you are doing. And the last thing is teamwork. This has not been a development achieved by one person. It has been a development achieved by different persons, politicians, administrators, our consuls, our embassies abroad, the local professionals, all together have worked in this direction, and we have achieved what we have achieved. And I want to believe that all these also know that there is still more which has to be achieved and which has to be developed. Thank you very much. I hope I won't get a standing ovation. I took my fair share of time, but I hope it hasn't been too long. And once again, Morocco, thank you, congratulations, and well done. Thank you very much, Lino. Vraiment, vous méritez les applaudissements parce que vous avez fait une très belle présentation. Je pense que c'est un exemple. On a dit tout à l'heure qu'il faut un projet stratégique, il faut regarder le plan maltais. Ils sont partis de rien, en 1973. Actuellement, ils ont 56 millions de tonnes enregistrées. Donc, on avait toujours rêvé à ce moment d'avoir le pavillon Tanger, le pavillon bis marocain, le pavillon Tanger. À ce moment, Tanger avait toujours un statut spécial pour les pavillons. Mais un jour, on pourrait rêver parce qu'il nous a expliqué que c'est une administration efficace, un guichet unique, une efficacité dans le travail et une administration forte. Malheureusement, au Maroc, on avait une belle administration, mais en 1997, on a coupé la marine marchande en deux. Et ça a été une catastrophe pour la marine marchande quand on l'a coupée en deux. On a deux administrations maritimes au Maroc. J'espère qu'un jour, on va réunir cette administration maritime et parler de la sécurité maritime, parler de navigation en une seule administration, avoir une seule administration maritime au Maroc, mais pas deux. Je vous remercie d'avoir entendu mon ami Lino. Je pense actuellement, je vais inviter le fils d'un grand armateur, qui connaît bien le Maroc, qui travaille pour le Maroc, c'est le fils de M. Grimaldi, que j'avais connu le père, comme président de l'association des armateurs italiens. C'est un garçon très brillant, il a la relève chez Grimaldi. Actuellement, il est très bien fait, il est vraiment, tout le monde actuellement appuie cette société qui a fait énormément de choses dans le travail maritime en Italie et dans le monde. Actuellement, c'est un armateur dans le monde, que ce soit dans les passagers, dans les ferries, dans les conteneurs, un petit peu multiservice, et il va vous présenter
l'expérience italienne et l'expérience de Grimaldi dans le domaine de transport maritime. Madu, you have the floor. So, ladies and gentlemen, authorities, organizers, thank you very much. Mr. Mohammed, thank you very much for your introduction. Dear Lino, you were very nice telling about all your experience into the Malta. And first of all, I would like to send my best regards from my father, Manuel Grimaldi, the president of the ship owners, which is also very active in the Malta industry, you know very well. And regarding this, I want to make sure that this distinguished audience know that, of course, you don't need any kind of confirmation, but it's true. In Malta, we have a fantastic service. We are basically, we have, as Grimaldi Group, take over the Malta motorways. So, till some years, I think that we are trying with all our effort to deliver a good service. And I guess that Malta motorways and the motorways of the sea are really having a fantastic success, growing every year, although Malta is a small island, as you said, but you have something really in common with Morocco, which unfortunately, I have to say that in Italy we don't. You have fantastic organization, you have fantastic infrastructure. I have been this morning with my staff, which I thank you very much because we are doing really, thanks God, a good job even this year. We went to the Tangier Med 1, then we had a small visit to Tangier Med 2, and what you have is something really unbelievable, that you don't have in any other Mediterranean ports. Really, in all the EU and all the Mediterranean ports, we have to learn what you did in Tangier. It's something amazing. Well, there are some snapshots and of course some presentation. Although, as usual, I have prepared a speech, but I will not follow because it's always like that. Okay, here you have a map from Tangier of all the connections that you do have with Italy. It seems that there are more than 14 connections, Italy and of course all the EU, so like Spain, like France, but you have much more. Because we as Grimaldi, but many other ship owners, we have the possibility to the big networks to basically serve all the Mediterranean ports. So thanks to the net, thanks to the connection, thanks to the frequencies today, we can say that Morocco, Tangier, it's connected all over the Mediterranean ports, and not only. Let's say, I read some weeks ago about a journalist that really sometimes we should follow them really very, very carefully on what they are saying. Because they said that the motorways of the sea, it's not growing, it's living a sort of depression and going bad. This is absolutely not correct. The motorways of the sea all over Europe has a fantastic growth. Why? There are three big elements, which are less CO2 emissions. This is a fact. Before, between Italy and Spain, between Morocco and Spain, Morocco and Italy, the trucks, they were going, of course, everything by land. Today, thanks to all the connections, we can say that there is a huge less CO2 emission. More than 120 trucks, or even sometimes even 250 on certain vessels, are moved into the sea, so from road to sea. And this is not only, our name of our convention that we do every year, but this is a true story. So all the trucks that travel on board, of course, can be considered
tons of CO2 saved. Utilization of big units, of course, drastically reduce the numbers of CO2. Then is safety, less incident, which is true. Of course, if you go by sea, you can reduce a lot, quite a lot, the external cost, which unfortunately we as people, inhabitants, we are paying through the governments for incident. Then, of course, is the greater competitiveness that we can achieve through the motorways of the sea. Less transport cost, less transit time for goods, but especially travel allowed in case like holidays, which you don't. For example, Friday and Saturday and Sunday, you cannot drive between Italy and Spain. More than 500, 1,000 trucks are moved just in 2 days. And this is something. Of course, here we have, I'm speaking about a general situation, because we do see a kind of trailerization. What is? It's that the system, it's moved more and more and more to unaccompanied. Of course, this is very much depending from the kind of merchant and goods. Because if you speak about fresh goods, this is very difficult to transfer into an unaccompanied. But if we speak about components, industrials, materials, what we see is that every year the number of unaccompanied is dramatically growing. The unaccompanied system, of course, is also very suitable in this very moment, because there are a kind of reduction numbers of hauliers all over the Europe, all over the Maghreb, but I would say all over the world, and this is helping this kind of trailerization system. So we work with trailers, with tractions in the two places, like could be Morocco, like could be Spain, like could be Italy. It's a success. Every year we can say that, I mean, I've seen the statistics last year and the one of this year for the Tangier port, speaking about huge growth in terms of passenger, more than 8%, a huge growth also in terms of trucks and trailers. This is really, it's something, because it's not only good because your fantastic economy is quite growing, although unfortunately we do see that on our part, on our side, on our countries, we do not see this kind of fantastic improvement. But I have to say that really, the kind of shipowner that you have today in Morocco, the kind of system and transport and organization will bring this country very far. We had in the Mediterranean, but especially we had from Italy, that was seen as the best practice all over Europe, this eco bonus. This is something that today EU, Spain,